Je m'appelle Raoné, un type ordinaire dans la trentaine. J'avais un travail correct en informatique, une petite maison en banlieue et une vie que je pensais plutôt stable. Marié à Anna depuis 6 ans. Quand nous nous sommes rencontrés, elle était incroyable, drôle, intelligente, simple. On pouvait parler pendant des heures de tout et de rien. On partageait le même humour, aimait les mêmes films d'action débiles, et ça collait naturellement. Les premières années de mariage étaient exactement ce que j'avais espéré. Un vrai partenariat. Si j'avais une journée difficile, elle écoutait. Si elle était stressée, je préparais le dîner et la laissais se détendre. Tout semblait simple. Puis, il y a environ 1 an, quelque chose a commencé à changer, lentement. Anna s'est plongée dans des communautés en ligne, des blogs, des articles. Son vocabulaire a changé. Elle parlait de travail émotionnel, de microagression, de problématiques. Au début, ça ne me dérangeait pas, mais ça a commencé à me viser moi. La première fois que ça m'a vraiment frappé, je suis rentré du travail, et elle peinait à ouvrir un pot de cornichons. Je l'ai ouvert en 1 seconde. Au lieu d'un merci, elle m'a lancé un regard étrange, et m'a dit que c'était du sexisme bienveillant. Même un geste simple renforçait le stéréotype que les femmes sont faibles et ont besoin d'aide masculine. Les conversations ont changé. Je voulais simplement parler d'un problème au travail, et elle m'arrêtait pour me rappeler que je devais reconnaître le travail émotionnel qu'elle fournissait. Selon elle, les femmes ont été historiquement forcées d'être le soutien émotionnel des hommes, et elle refusait de perpétuer ce rôle. Je restais là, abasourdi. Mon épouse, ma partenaire, et je ne pouvais même pas échanger simplement. Chaque geste masculin était suspect. Si je me frustrerais en réparant un robinet, ce n'était pas moi qui étais frustré. J'étais victime du patriarcat. Si je disais que j'allais bien, c'était de la complicité avec la culture du silence masculin. Mes loisirs devenaient problématiques. Un steak, un film d'action, tout était suspect. Son amie influençait beaucoup cette dynamique. Elle parlait souvent au téléphone, et Anna revenait avec de nouvelles règles, nouvelles accusations. Tout devenait une performance. Si je réussissais à ne pas commettre de microagressions et à valider ses sentiments, peut être un câlin. Sinon, froideur. Notre mariage n'était plus un partenariat, mais une évaluation constante. Je faisais la moitié du travail domestique, le jardin, la comptabilité, les réparations, ma lessive. Pourtant, je manquais, parce que je ne devinais pas instantanément quand vider le lave-vaisselle. J'étais physiquement actif, elle émotionnellement et cognitivement, plus valable. Je ne pouvais pas gagner. Un soir, j'ai acheté un pot de son glace préféré. Je le lui ai tendu avec un sourire. Elle a soupiré. C'était un exemple parfait de ce que je devais changer. J'étais censé déconstruire mes traits toxiques. La glace fondait sur le comptoir. À ce moment, quelque chose en moi s'est éteint. J'ai jeté le pot à la poubelle et j'ai arrêté de jouer. Quelques jours de silence poli ont suivi. Anna pensait que j'étais juste distant. En réalité, j'avais cessé de participer à son jeu. Puis, elle a voulu formaliser la relation. Elle a sorti un dossier, projet équité relationnelle. À l'intérieur, un plan détaillé, avec points, sous-titres et indicateurs de performance pour la répartition du travail domestique, du travail émotionnel et du développement idéologique. Chaque tâche de ménage, chaque repas, chaque compliment quotidien était programmé. J'avais un plan de rééducation à suivre, des résumés à rendre, des excuses à présenter si je commettais une microagression. L'échec entraînait la suspension de privilèges conjugaux. Tout cela avait l'air d'un manuel d'entreprise pour un poste que je n'avais jamais demandé. Marie, mais salarié de ma propre maison. J'ai lu. Tout mon désengagement intérieur s'est amplifié. Pas de colère, pas de tristesse, juste la certitude que je ne pouvais pas vivre ainsi. L'amour, transformé en transaction, me rendait seul. J'ai appelé mon ami de confiance, et il m'a confirmé ce que je savais déjà. Ce n'était plus une relation, mais une prise d'otage de ma dignité. J'avais sa bénédiction,
et même un canapé si besoin. La décision était prise. J'ai commencé à agir normalement, pour la forme. Elle pensait que je m'adaptais. Le samedi, pendant un appel vidéo de Victoire avec son ami, j'ai préparé ma fuite. J'ai rassemblé mes affaires essentielles et trouvé un appartement meublé. J'ai retiré de l'argent de notre compte commun, payé le dépôt, agi calmement, méthodiquement. Tout ressemblait moins à une séparation qu'à une opération d'évasion. Le dimanche soir, Anna préparait un dîner, pleine d'enthousiasme pour le nouveau départ équitable. Je l'ai simplement regardée, mangeant sans conviction, me sentant espion derrière les lignes ennemies. La nuit fut presque blanche, à réfléchir à l'absurdité de tout. Ce qui comptait, c'était de partir. Le jeu était terminé. Je contrôlais ma vie à nouveau, sans chercher son approbation. Lundi matin, je me suis réveillé avant mon réveil. La maison était sombre et silencieuse. Une vague de tristesse m'a traversé, mais elle a été rapidement remplacée par une détermination froide. Ce n'était pas la vie que je construisais. C'était un chantier, et je devais m'en extraire avant qu'il ne s'effondre sur moi. Je me suis habillé, costume et cravate, comme une armure. À 6h25, je suis entré dans la cuisine. Anna était déjà là, café à la main, stylo dans l'autre, le dossier ouvert devant elle. Elle m'a adressé un sourire professionnel, mais ses yeux ne le suivaient pas. Elle m'a félicité d'être matinale, comme un manager évaluant un subordonné. Elle a pointé le plan du matin. Ce jour-là, avocado toast avec œufs pochés. Je n'ai rien dit. J'ai pris mon café noir et me suis appuyé au comptoir. Le silence s'est étiré. Son sourire a commencé à faiblir. Elle a insisté. Les œufs vont pas se pocher tout seuls. J'ai posé ma tasse, les regardé droit dans les yeux et j'ai dit calmement « Hannah, j'ai eu le week-end pour examiner ta proposition. J'ai réfléchi aux termes et conditions du contrat que tu m'as présenté. » Son expression est passée de la confusion à l'agacement. J'ai poursuivi. Tu as listé des tâches, un calendrier de performance et un système de compensation et de pénalité. C'est une description de poste. Le poste que tu offres est celui de mari. Et le salaire est la décence humaine et l'affection qui devraient être donnés gratuitement. J'ai examiné les termes et je refuse ton offre d'emploi. Je démissionne officiellement, avec effet immédiat. La couleur a quitté son visage. De quoi parles-tu? On ne peut pas démissionner d'un mariage. J'ai répondu calmement. C'est toi qui en as fait un travail. Je ne fais que suivre le protocole approprié. Je cherchais un partenaire, un coéquipier, pas un superviseur ou un coach idéologique. Tu as passé l'année à essayer de me rééduquer, à corriger chaque mot, chaque geste, et tu sais quoi? J'ai terminé. Je ne serai plus évalué. Elle s'est levée, les yeux flamboyants. Elle a commencé. Critique de ma fragilité masculine. Accusation que je ne pouvais pas gérer une femme forte. Ces mots glissaient sur moi. J'ai secoué la tête, calmement. Tu te trompes, Anna. Ce n'est pas parce que tu es forte. J'admire les femmes fortes. Mais tu es cruelle, injuste. Ce dossier sur la table est un instrument de contrôle. Ce n'est pas de l'équité. C'est du pouvoir. Ton pouvoir sur moi. J'ai pris une dernière gorgée de café, vidé ma tasse, puis je suis allé chercher mon sac caché derrière le porte-manteau. Ses yeux se sont écarquillés. Elle n'avait jamais prévu ça, jamais imaginé que je ne jouerais pas selon ses règles. Elle a bafouillé. « Où vas-tu ? Tu ne peux pas partir. » Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, main sur la poignée, la regardant au milieu de sa cuisine impeccable, son plan parfait pour un mari parfait qui n'existait plus. Je ne suis pas une femme forte. J'échappe à un environnement toxique. Il y a une différence. Elle a commencé à crier, à aligner tous ses mots-clés. Manipulatrice, gaslighting, incompétence instrumentalisée, du bruit, le dernier souffle d'un régime en échec. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis sorti, air frais du matin, porte fermée derrière moi. Dans ma voiture, je n'ai pas regardé en arrière. Le soulagement était presque vertigineux. Après 1 an de jugement constant, enfin, je pouvais respirer. Avant même d'arriver au bout de la rue, mon téléphone a vibré.
Message de Anna. Un flot de colère, de manipulation, d'exigence. Je l'ai mis en silencieux et suis allé à mon nouvel appartement. Petit, neutre, peinture fraîche. Le lieu le plus paisible que j'avais connu depuis 1 an. Je me suis assis sur le lit, simplement à écouter le silence. Personne pour m'analyser, personne pour me juger, juste moi. Les heures suivantes, les assauts numériques ont continué. Textos, appels manqués, messages vocaux. Les reproches se sont mêlés à la supplication et à la colère. Anna prétendait que j'abandonnais 5 ans de mariage pour un malentendu. Elle ne comprenait pas. Le problème n'était pas la solution, c'était le symptôme. Son ami a aussi laissé un message, me traitant de lâche, me reprochant de ne pas sauver Anna, femme brillante et méritante. J'ai supprimé le message. Le soir, j'ai envoyé un email bref à Anna. J'étais en sécurité, j'avais déménagé, notre mariage était terminé. Toute communication future sur la séparation devait passer par email. Elle a répondu par un pavé narratif, me peignant comme le méchant et elle comme la victime. Je n'ai pas répondu, je l'ai transmis à mon avocat. Les semaines suivantes ont été étranges, entre douleur et libération. Anna a tenté de me culpabiliser, de négocier, toujours pour que j'accepte sa soumission imposée. Je suis resté distant, bref, légal et pratique. Moment clé, une signature chez le notaire. Elle semblait fatiguée et désarmée. J'ai tout fait correctement. J'ai suivi les conseils, créé un système parfait pour une relation saine. Mais elle ne voyait pas une relation comme un lien entre 2 personnes, juste comme un système à optimiser. Moi, je n'étais qu'une variable qui échouait. Je l'ai regardée et j'ai ressenti de la pitié. Les gens ne sont pas des systèmes. L'amour n'est pas un plan de projet. Le divorce a été rapide et propre. Elle a gardé la maison, les meubles. Moi, je voulais ma liberté. Maintenant, ma vie est plus calme. Je redécouvre mes passions. Regarder des films d'action idiots, cuisiner un steak, être simplement silencieux, sans jugement. Anna a raconté partout que son ex-mari était trop fragile pour une relation consciente. Je laisse son récit. Je connais la vérité. Je n'ai pas échoué à son test. Je refuse de le passer. Je ne suis pas parfait, mais je suis un homme bien. Ma paix vaut plus que tout.